Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous rester fidèles de suivre ce magazine au-delà de l'actualité, diffusé chaque mercredi à 22h05 et rediffusé jeudi à 12h40. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui sur ce plateau d'au-delà de l'actualité Monsieur Michel Okongo-Lomena. Il est président du parti politique Unité de Valeurs. Il est candidat président de la République. Bonsoir, Monsieur Michel Okongo. Bonsoir, Madame la journaliste. Candidat président de la République. Exact. Vous vous préparez quant à ce... Je me suis déjà préparé. Les élections c'est en décembre, ouais. C'est un travail, et heureusement que vous me posez la question. D'abord, je vais commencer par saluer les peuples congolais, d'abord, et puis m'incliner en mémoire de nos compatriotes que nous avons perdus il y a des jours. À la suite de marche, oui, à la suite de la marche qui a eu lieu dernièrement. J'ai compatis à cette douleur. Je présente également nos condoléances à la famille des victimes, également au comité laïque de coordination. Donc, vous avez posé la question. Exactement. Nous avons eu à nous préparer depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'accomplissement. Voilà ce que je peux vous dire. Mais alors, par rapport à ce qui se passe dans des pays, vous croyez vraiment à la tenue des élections le 23 décembre 2018, comme stipule le calendrier de la CENI? Vous savez, je parle de moi, j'ai un engagement politique. Lorsqu'on crée un parti politique, on doit avoir une vision. Oui. Lorsqu'on a une vision, on ne peut pas avoir un aperçu, je dirais, partiel de la situation. Donc, il faut avoir un aperçu global. Je sais que notre pays a des problèmes, tout comme d'autres pays d'ailleurs, à travers le monde, qui sont passés par là. Et nous sommes préparés en fonction des problèmes dans lesquels le pays se trouve. Et nous sommes faits pour trouver des solutions. Nous allons y arriver avec la collaboration de tout le monde. Alors vous êtes comme le PPRD, comme la majorité qui se focalise sur ces élections, au lieu de faire comme l'opposition qui a la tête tournée vers les marches, vers les revendications. Non, nous ne sommes pas comparés avec la majorité. La majorité a sa démarche. Nous également, nous en avons une. Mais seulement, nous émergeons de l'opposition, nous aspirons au pouvoir. Vous savez, lorsque on est dans la politique, je l'ai dit tout à l'heure, on doit avoir une vision, mais également des ambitions. Les ambitions, on ne peut pas les faire passer avant la vision. Il faut avoir une vision et puis par la suite les ambitions. Donc nous sommes engagés, comme certains partis politiques d'ailleurs, que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition, parce que présentement on ne parle plus de l'opposition-majorité, c'est les Congo qui comptent. Voilà notre position. Alors, le thème retenu pour ce numéro de débat d'actualité, c'est l'état de lieu de la nouvelle crise des légitimités en RDC sur fond de manifestations réprimées du comité laïque de coordination, il faut le dire, en adoptant par référendum la constitution actuelle de la RDC. Les Congolais s'étaient unanimement engagés à mettre définitivement fin à la crise de légitimité qui avait donc été à la base de constatation des revendications juste après l'indépendance du pays. Hélas, depuis 2016, il y a une nouvelle crise de légitimité. Alors, Monsieur Michel Okongo-Lomena, que je rappelle que vous êtes président de l'Unité de Valeurs, comment expliquez-vous que la RDC soit retombée une fois de plus dans une crise politique marquée notamment par la légitimité de toutes les institutions de la République? C'est un problème d'homme. Quand je dis un problème d'hommes, les hommes et les femmes, c'est aussi un problème de mauvaise foi, mauvaise volonté. Vous avez au sein de l'élite politique congolaise les gens qui sont animés d'une mauvaise volonté. C'est vrai, le thème il est costaud et consistant, ça vaut la peine. Vous avez ici les souligner. Cette crise qui est récurrente date de très longtemps, juste après l'indépendance. On connaît l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous nous sommes retrouvés, je dis nous, le pays s'est retrouvé avec un collège
des commissaires généraux, les gens qu'on a ramassés par-ci par-là et qu'on a éjectés au pouvoir. Nous connaissons la suite et cela s'est répercuté jusqu'au jour où Mobutu a refusé de partir et il fallait les faire partir par les armes. Mais je précise toujours que même si les armes ont été employées, mais c'est le peuple qui voulait ce départ. Parce que le peuple avait compris qu'il avait été trahi. Mobutu avait fait des promesses qui n'ont jamais été tenues comme il se devait. Après, nous sommes passés, vous connaissez les différentes étapes, comment on appelle ça, conférence nationale, où les promesses n'ont pas été tenues. L'AFDEL est arrivé. Aujourd'hui, majorité présidentielle, c'est le même discours. Donc, tout cela c'est voulu. C'est pourquoi je parle des programmes d'hommes. C'est voulu par qui? Mais par des hommes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est à cause de la majorité présidentielle. Je vous dis seulement, s'il faut seulement prendre les choses depuis l'arrivée de l'AFDEL. L'AFDEL est arrivé par les armes, nous connaissons dans quelles circonstances. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés à Sand City, mais bien avant, vous savez que les belligérants, ceux qui avaient pris les armes, se sont retrouvés à Lusaka, où ils se sont convenus sur un accord, le fameux accord de Lusaka, qui n'a jamais marché, parce qu'on avait écarté, on avait mis de côté certaines forces politiques. Mais après, les gens se sont ressaisis, nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud. Mais c'était pour poser les bases d'un nouveau départ, d'une nouvelle démocratie. C'est pourquoi on a fait les choses, bien que, j'en conviens, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous avons fait l'essentiel, ça a été fait. Mais le problème s'est posé au niveau de l'application. Parce qu'après, vous connaissez le parcours, nous avons eu le référendum, nous avons eu une constitution, et puis nous avons eu les premières élections en 2006. Avec tout ce que ça a comporté comme tragédie. Après, il y a un président qui a été élu, qui devait l'être, et qui a été par ensuite élu en 2011. Et les problèmes s'est posé à partir de 2011, puisque des mauvais esprits, donc des personnes animées des mauvais esprits, ont commencé à tripatouiller la Constitution. C'est là où nous nous sommes retrouvés avec... Donc vous relevez le fait qu'il y ait non-respect de la Constitution, de loi. Oui, ça passe par là. Donc je parle d'abord de la mauvaise volonté qui se traduit dans les actes par des amendements, la révision de la Constitution, tout cela. Et voilà ce qui nous a amenés dans cette crise. Bon, encore une fois, c'est une affaire des hommes, comme j'ai dit, une affaire d'hommes. Nous allons nous y mettre. C'est pas pour rien que notre parti a pris acte du calendrier électoral. C'est pour que demain nous puissions aller aux élections et puis nous verrons la suite. Nous allons... Alors certains observateurs estiment que cette crise est due au fait que les élections n'ont pas eu lieu à la fin du mandat de l'actuel chef de l'État et aussi parce que les opposants ont eu à rejeter des calendriers de la CENI. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je l'ai toujours dit parce que vous savez, nous étions... Moi je suis l'un de ceux qui ont participé au dialogue national à la Cité de l'Union africaine. Je me souviens dans une sous-commission, nous avons longuement discuté sur le problème de partage des responsabilités. La majorité au pouvoir, celle qui est au pouvoir, celle qui est aux commandes. Lorsque nous avions abordé cette question, pourquoi il n'y a pas des élections, pour la majorité, c'est l'opposition qui en était à la base. Et pour nous, l'opposition, nous estimons, à juste titre d'ailleurs, que c'est la majorité parce que c'est elle qui gouverne. Et puis, tout d'un coup, nous nous sommes dit, bon, à un moment donné, nous devons être conséquents et réalistes. Si l'opposition peut avoir une part de responsabilité, je dis oui, quelque part. Oui, mais proportionnellement à ce qui s'est passé de l'autre côté, la majorité a une part importante de responsabilité. Alors quelle est la part de l'opposition, quelle est la part de la majorité? Oui, mais puisque d'abord, au niveau de l'opposition, nous avons eu de la peine à nous exprimer d'une même voix. C'est pourquoi, dans certaines discussions importantes, il y a eu des voix discordantes.
Au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition. Vous êtes divisé. Oui, tantôt, et voilà. Mais au niveau de la majorité. Au gouvernement. Oui, ça c'est une suite, je dirais, malheureuse. Mais au niveau de la majorité a un canevas où vous retrouvez ce que j'ai dit, inscrite une stratégie du chaos. Et c'est ce qui aboutit à ce que vous appelez aujourd'hui une crise. Effectivement, nous sommes en crise. Mais cette crise, elle est voulue. Parce que c'est limité seulement à dire que parce qu'on n'a pas eu les élections, c'est pour cela que nous avons une crise. Oui. Ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Il faut dire pourquoi on n'a pas eu les élections. Oui, c'est la question. Là, c'est une autre paire de manches. Parce que si vous commencez à analyser les faits qui nous ont conduits dans cette situation dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, vous verrez que la majorité n'a pas respecté ce qui était prévu par la Constitution en ce qui concerne les préparations des élections. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Alors, depuis Mobutu, sous Mobutu, le pays a vécu un glissement des mandats présidentiels. Alors, la question est celle de savoir pourquoi, selon vous, les Congolais ont du mal à respecter les échéances et les dates butoirs. Ils ont tendance comment dire, à remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous étonner. Nous avons un problème de culture. Les Congolais doivent faire un effort, vraiment, pour comprendre pourquoi il est Congolais. C'est pourquoi nous, dans l'unité des valeurs, nous sommes passés par ce que j'appelle l'éducation civique. C'est très important. Certains me diront peut-être qu'au temps de Mobutu, il y avait cette éducation. Oui, au moins on savait distinguer les couleurs des drapeaux congolais et d'autres drapeaux. On savait faire la différence entre des petites choses au niveau du pays. Mais cette éducation était dogmatique, elle était focalisée sur un individu, sur un régime. Ce n'est pas suffisant. Nous devons savoir pourquoi nous sommes Congolais. Quels sont nos devoirs? Donc chaque citoyen doit savoir quels sont ses devoirs, ses responsabilités, ses obligations vis-à-vis de la nation et vice-versa. Mais le problème, c'est quoi? Je l'ai dit hier, lorsque vous avez même au sein d'une famille un enfant qui est maltraité par ses parents, un enfant qui n'est pas compris par ses parents, cet enfant-là développe ce que j'appelle un sentiment de rejet, où on trouve la méchanceté dans son comportement. Au niveau de la nation, c'est pareil. Parce que la famille est une cellule mère, ce qui se passe au niveau de la famille a des répercussions au niveau de l'État. Si vous avez un État persécuteur qui persécute sa population, donc le retour c'est quoi? Vous avez cette population qui rejette la République. C'est pourquoi vous voyez les gens qui prennent même les immondices, ils viennent les jeter en plein avenir, en plein riz, dans des caniveaux. Pour la population, l'État ne fait rien pour moi. Vous savez, il y a des gens qui ont des blessures énormes à travers les médias. Vous savez, les gens se plaignent parce qu'il suffit seulement qu'une autorité ait une parcelle de pouvoir, il va chercher à arracher les droits des autres. Il peut prendre une parcelle de quelqu'un, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi je vous dis, le problème est à ce niveau-là. Nous devons faire marche arrière, commencer d'abord par éduquer. Et à nous éduquer nous-mêmes. Nous devons être conséquents, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons d'abord nous-mêmes être conséquents, savoir nous éduquer et éduquer les autres. C'est comme ça que nous allons bâtir une nation où on aura confiance mutuellement. Et alors, cela nous pousse à à avoir votre point de vue par rapport aux derniers propos du chef de l'État lors de sa conférence de presse. Joseph Kabila a déclaré n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. Mais l'homme congolais l'a changé. Ça, il doit le savoir. Lui n'a pas pu changer l'homme congolais, mais l'homme congolais l'a changé, le Congo l'a changé. Quand il dit cela, je ne veux pas aller plus loin, mais ça frise l'ingratitude. Sincèrement, il ne peut pas dire ça. Comment il n'a pas su changer l'homme congolais? Est-ce que
Vous savez, l'éducation civique, c'est constitutionnel. La Constitution, c'est lui qui l'avait promulguée. Et je m'en réjouis parce qu'il a dit, ce jour-là, que lui, pendant que les autres étaient dans des bars en train de boire et danser, lui parcourait la République pour présenter la Constitution, pour défendre la Constitution. Donc, il la connaît parfaitement. Il sait que l'éducation civique, qui est le socle même de la connaissance, le socle même du patriotisme, n'a pas été suffisamment appliquée. Et c'est pourquoi il n'a pas réussi à changer les Congolais. Mais les Congolais l'ont changé. C'est visible, ça se voit. Il n'est plus ce qu'il était en 1997. C'est ça la réponse que je peux donner au chef de l'État. Parce que vous revenez à cette conférence de presse qui est une des pires de la République, il faut vraiment l'avouer. Je crois qu'il a dit des choses qui ne cadraient pas avec la réalité. Voilà, nous revenons sur le thème de ce numéro de l'actualité. Je rappelle l'état de lieu de la nouvelle crise de légitimité en RDC sur fond de manifestations réprimées du CLC. Pour d'autres analyses, le cœur de la crise actuelle, c'est la volonté du chef de l'État de rester ou de s'accrocher au pouvoir parce que nous ne voulons pas briguer un troisième mandat. Vous êtes de cet avis-là, n'est-ce pas là, un procès d'intention? Ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité, une triste réalité que nous sommes en train de vivre. Mais il y a un calendrier de la CENI. Oui, mais c'est intervenu quand? Constitutionnellement, nous devrions avoir les élections en 2016, n'est-ce pas? Oui. Si on nous aurait présenté ce calendrier dans le délai en 2016, ce serait acceptable. Mais peu importe le calendrier là, M. Michel Okongo. Oui, c'est une affirmation gratuite lorsque vous dites que peu importe le calendrier là. Vous savez que pour que nous puissions avoir ce calendrier, les sangs coulés, rien que pour réclamer le calendrier, vous devez faire couler les sangs juste pour que nous puissions obtenir ce calendrier. Très bien, le calendrier là, avec toutes les conséquences là impliquées. Est-ce que vous voyez, vous, le régime en train d'avancer dans le sens de l'apaisement? Vous voyez des lois qu'on est en train de promulguer, de voter. Vous voyez toutes les dispositions connexes qui vont avec ce calendrier. Est-ce que ce sont des lois qui vont vers le sens de l'apaisement? Le peuple vous dira non. C'est pourquoi le peuple est dans la rue. Et vous remarquerez que en tant que parti politique, nous sommes responsables. Unité de valeur avait tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Mais la dernière fois, nous sommes allés un peu plus loin parce que nous avions survolé l'histoire du Congo. Nous sommes allés plus loin jusqu'en 1944 pour démontrer les différentes étapes que nous avons traversées. Parce que les Congolais n'ont jamais obtenu quelque chose facilement. Nous l'avons toujours obtenu par la lutte. J'avais rendu attentif le pouvoir. C'est le fait que si elle ne changeait pas de comportement, nous risquons d'aller dans ce que moi j'ai appelé c'est l'imminence, j'ai qualifié cela de l'imminence d'une expression populaire. Et les jours où j'ai publié, je crois 2-3 jours après, il y a eu des manifestations. Et aujourd'hui, les gens sont dans la rue. Parce que vous savez, lorsqu'on tombe malade, lorsqu'il y a une crise, l'organisme réagit. Il y a une succession de signaux qu'on a ignorés. Aujourd'hui, l'État c'est comme un organisme. Il y a eu une succession de signaux que les autorités ont ignorés. Et bien voilà, aujourd'hui nous avons la crise que vous considérez comme étant une crise de légitimité. Mais je vous dis qu'elle a été provoquée. Et bien aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Oui, Monsieur Michel Okongo, à vous entendre, donc le pouvoir a retardé les élections pour l'alternance. Et alors, est-ce que selon vous, cela n'est pas dû à la peur de la chasse aux sorciers ou à la perte des avantages? Chasse aux sorciers, non. Parce qu'à chaque changement des régimes... Non, nous l'avons vécu. Vous savez, l'expérience s'acquiert au fil du temps. Nous avons fait ce que j'appelle notre maladie de la jeunesse. Étagé, nous sommes partis petit à petit, on a connu ce qu'on a connu.
Et ça a permis à notre peuple aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Je crois que si c'était à refaire, les Congolais ne feront pas la même chose. Les Congolais ne vont plus vendre les pouvoirs lors des élections à cause d'une canette de bière, à cause d'une bouteille de bière, à cause d'un t-shirt. Ils feront attention. Donc la chasse aux sorcières, pour nous, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois que nous allons aborder cela. Ça fait partie des sujets. L'homme étant égoïste, généralement, l'homme pense d'abord à lui. Malheureusement, lorsqu'on est en politique, il faut penser d'abord aux autres. Vous avez aujourd'hui quelques pays occidentaux qui font des révélations sur les avoirs de... Je vais revenir sur votre question, mais je vous donne un exemple un peu plus élargi. Oui, très vite. Alors, vous voyez, on vous dit que les gens ont l'argent par-ci, par-là. Mais encore une fois, nous avons dit ceci. Maintenant, c'est l'histoire qui se répète. Cet argent-là, il faudrait que ces États-là, ces banques-là, ces institutions bancaires puissent se dire aux Congolais que tel autant dans nos comptes. Que cet argent-là puisse être restitué aux individus. Et ce que nous allons demander à ces individus, c'est pour qu'ils puissent, avec cet argent, qu'ils puissent se donner du travail aux Congolais, qu'ils créent des entreprises, parce que les Congolais veulent travailler. Un Congolais veut travailler. Alors vous voyez que nous n'allons pas appliquer la chasse aux sorcières demain, parce que nous avons compris que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, mais l'attitude de l'opposition, l'attitude menaçante de l'opposition. Mais les gens ont tendance à généraliser l'opposition. L'opposition, vous voyez, c'est une structure, c'est un état d'esprit. On se retrouve parce que, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que ça veut dire l'opposition. En ce qui me concerne, l'opposition, j'aurais été aux affaires si je l'avais voulu. Mais je n'ai pas voulu travailler dans ce genre de conditions. J'ai dit, c'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est de servir la nation. Lorsqu'on est opposant, on ne s'oppose pas aux individus. On s'oppose au système. Vous voyez? Maintenant, on met tous les opposants dans un même panier. Donc, chaque parti politique a une particularité. Il a sa vision. C'est une vision particulière. Nous en avons une. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous ne devons pas parler chaque fois de l'opposition, généraliser tout le monde. Parce que même au sein de l'opposition, il y a des remous, il y a des divisions. Vous ne parlez pas un même langage. On est opposant à un autre. On est opposant à un autre en fonction du système. Au sein du pouvoir, on parle aussi des remous au sein du pouvoir. Parce qu'il arrive des fois où tous ne parlent pas d'une seule voix. Et c'est ce que vous devriez faire attention, vous, des médias. Vous n'allez pas généraliser l'opposition. Parce que moi, si je ne suis pas d'accord avec les comportements des uns et des autres, bien qu'étant dans l'opposition, moi, je ne peux pas cautionner ce qui s'est fait. Vous voyez comment ça se passe. Donc, vous parlez de l'opposition. De quelle opposition? Dites-moi. Parce que déjà, au sein de l'opposition, vous avez des individus, non le moindre, qui se tirent les pattes entre eux. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'opposition. Vous savez. Non, c'est parce que vous prenez toute l'opposition, vous la mettez dans un même panier. Essayez d'avoir un regard sur les comportements de chacun. Nous sommes, j'ai dit, nous avons travaillé, nous avons produit un travail unique. C'est ce qui nous place un peu au-dessus des autres. Je le dis bien, hein, je suis fier du travail accompli avec mon équipe. J'ai une équipe formée, une équipe formidable, une équipe prête à prendre la relève demain. Et alors, pour sortir de la crise, l'accord a été signé sous la médiation de la CENCO. Pourquoi ce nouvel engagement n'a pas été respecté selon vous, M. Michel Okongo Lomina? Vous savez, c'est une pièce de théâtre, une théâtre tragique-comédie. Théâtre. Je vais être court. Oui. Nous étions à la Cité de l'Union africaine. Nous, l'opposition. En face de nous, il y avait le pouvoir. Pourquoi on avait privilégié cette voie alors que tout le monde voulait qu'on aille à la casse, qu'on puisse se casser, qu'on puisse aller dans la rue? C'est aussi une façon de s'exprimer que je ne peux pas condamner.
Mais au moins, les contextes voulaient que nous puissions nous asseoir avec les pouvoirs, parce que au moins des questions sans réponse allaient être posées. Sans réponse jusqu'à un certain temps, allaient être posées et on allait avoir droit à une réponse. C'est ce que nous avions fait. Nous nous sommes retrouvés avec la société civile, d'une part, l'opposition et la majorité au pouvoir. Et nous avons discuté. Nous avons produit ce que j'appelle un accord, le fameux accord de 8 octobre. Et la suite, vous la connaissez. Mais entre-temps, nos frères qui étaient en marge de ce dialogue, nous ont fait croire autre chose, que pour le dialogue, c'est 3 jours. Vous voyez, ça nous rattrape aujourd'hui. Très bien, nous nous sommes dit, voilà, allez-y, parce que moi, je n'ai pas été au dialogue du centre interdiocésain. Mes amis sont allés, ils ont représenté tout le monde. Maintenant, ils sont sortis avec un accord. Très bien. Qui n'est pas... Maintenant, on nous dit que 98% de cet accord a été achevé. Il ne restait que 2%. Très bien. On nous a fait beaucoup de déclarations. Mais la finalité, c'est quoi? Lorsqu'on nomme un premier ministre, oh, ce n'est pas celui-là. Lorsqu'on nomme un président du Centre, ce n'est pas celui-là qu'on attend. Vous voyez un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, ils sont revenus plus loin que là où se situait la case du départ. Donc, c'est-à-dire qu'on a nommé un premier ministre non prévu par l'accord. Je ne vous dirai pas ça, parce que moi, je n'ai pas été au centre interdiocésain, donc je n'ai pas été impliqué dans cette démarche. Mais au moins, en tant qu'acteur politique, je me suis dit, si les collègues se sont entendus, ils ont produit un accord, ben, nous allons suivre. Mais entre eux, ils ne s'attendent pas. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Au lieu que les gens soient unis, ben, c'est la désunion. Est-ce que c'était ça le but? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut voir les choses de manière particulière. Alors la faute, c'est à l'opposition qui était allée à ce dialogue, non pas pour résoudre la crise, mais pour le partage de pouvoir. Ne sous-estimez pas les mauvais rôles joués par la majorité, qui nous voyait autre chose que les débauchages. Or, pour régner, selon sa philosophie, il faut diviser. Bon, elle le fait bien, mais lorsqu'on a tout divisé, et qu'est-ce qui vous reste encore? Rien. C'est pourquoi vous avez vu, les chiens ont fini par se mordre la queue. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et ça me rappelle même, ils ont été à l'hôtel du fleuve et il y a eu des fuites. Et nous avons accédé à ces fuites-là. Ils étaient en train de se mordre la queue. Donc c'est pour vous dire que cette stratégie de chaos, si ça marchait pendant un certain temps, aujourd'hui, ça ne marchera plus parce que le peuple a démystifié le faiseur des troubles. Alors, parlons de la marche de laïcs catholiques. Du côté du pouvoir, on dit que l'opposition est divisée, n'arrive plus à mobiliser et elle se cache derrière le CLC, les catholiques. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je mobilise. Moi, je mobilise. Vous savez, la dernière démonstration que j'ai eu à faire, rien qu'au niveau de Kinshasa, on a fait une série de séminaires d'éducation civique à travers la ville de Kinshasa. Les jours où je devais remettre les brevets, j'ai réservé l'espace Angili et j'ai sollicité, parce qu'il fallait le faire, l'accord, bien que ce n'est pas constitutionnel, on ne sollicite pas, on informe, on nous a contraints de prendre des marches qui n'étaient pas constitutionnelles. Je l'ai fait, j'ai obtenu l'autorisation et les jours où j'ai eu plus de 11 000 personnes qui se sont retrouvées. Mais quand je regarde un peu en arrière, j'ai certains amis qui n'ont pas pu réunir cette quantité d'individus. Donc moi, je mobilise. Donc je ne peux pas m'impliquer, je ne peux pas me prononcer pour les autres. Si vous dites que l'opposition a la peine aujourd'hui à mobiliser... C'est ce qu'il dit l'autre camp. Quel camp? Le camp du pouvoir. Oui, mais elle ne peut pas faire, disons, la majorité ne peut pas faire l'éloge. Vous savez, c'est bizarre ce qui se passe dans notre pays. Oui, même pendant les manifestations de l'opposition, lorsqu'il y a des morts, vous imaginez ce qui se passe.
Du côté de l'opposition, il y a certains qui se disent, écoutez, il y a eu beaucoup de morts. De l'autre côté, non, on minimise les morts à ce point-là. Vous voyez comment nous sommes tombés trop bas. Il suffit qu'il y ait un seul mort, il faut le déplorer. Donc, moi, je ne vais pas être impliqué dans tout cela. J'ai marche de l'opposition, je suis solidaire avec l'opposition dans l'ensemble, mais j'ai une ligne de conduite, j'ai une vision. En créant mon parti, je ne l'ai pas fait pour l'arrimer à d'autres mouvements politiques, à d'autres plateformes. Je l'ai fait parce que j'avais envie de servir, j'ai élaboré une vision. Donc moi je marche selon cette vision. Moi je ne peux pas aller me greffer avec les gens là où je vois qu'ils ne l'ont pas avancé. Donc quand vous parlez de l'opposition, faites un effort, écoutez les uns les autres. Comme ça vous saurez si vraiment ce qui s'assemble, c'est récent. Intéressant. Puisque vous avez parlé de mort, comment expliquer qu'il y ait de mort, qu'il y ait répression, mais les manifestants, les catholiques persistent dans leur démarche? Oui, on me parle des catholiques, mais je vais rectifier. C'est les comités laïcs de coordination. C'est un organe. Mais ce sont des catholiques. Oui, c'est vrai. Vous avez l'Église catholique qui appuie tout cela. Mais je vais préciser une chose, parce que nous devons être impartials. L'homme politique doit avoir le courage d'assumer. Il faut assumer ses propos et ses prises de position. L'Église catholique, normalement, vous voyez, vous avez les peuples congolais, parce que tous nous émargeons de la société civile. L'Église catholique, lorsqu'elle parle des Congolais, en effet, les Congolais, pour elle, sont considérés comme étant des brebis. Oui. Et les mêmes Congolais, lorsqu'ils viennent vers nous, ce sont les membres des partis politiques. Lorsqu'elles sont affiliées dans un mouvement syndical, ce sont des affiliés. Vous voyez, ce sont les mêmes Congolais. Mais si nous avons entrepris une démarche pour les Congolais, et que l'Église aussi veut faire quelque chose pour les Congolais, pour s'héberger, mais il n'y a pas de mal. Voilà, c'est ça la démarche de l'Église catholique. Il faut la comprendre parce que l'Église catholique, elle fait beaucoup pour le pays. Que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit même au niveau sur le plan professionnel. Donc, moi je comprends parfaitement pourquoi l'Église catholique doit soutenir cette action, que je soutiens également, parce que c'est le peuple qui s'exprime. Voilà ma position au sujet de cette marche. Alors, la majorité a justifié la répression de la marche par la nécessité de mettre fin à la rébellion qui se cache derrière le comité laïque appuyé par le rassemblement. Qu'en dites-vous? Non, le mot rébellion c'est trop fort. Il n'y a pas de rébellion. Les rébellions, nous les connaissons, c'est à l'ouest et à l'est de notre pays. Et c'est là où se trouve la rébellion. La vraie rébellion, c'est là-bas où vous trouvez les gens qui prennent des armes, qui viennent tuer chez nous gratuitement. Je crois que nous ne devons pas mélanger les pédales. On doit être juste avec les mots. Au sein des manifestants, il n'y a pas de rebelles. Ce sont les gens, il faut suivre les parcours. C'est ça les gens qui vont d'abord aller prier. Oui. Au sortir des églises, ils se disent qu'ils ont quelque chose à revendiquer, ils le font. Chapelet à la main, Bible à la main. Si c'est cela, les rebelles, je pense que nous avons un problème de perception. C'est très grave. Il faut que les gens mettent des lunettes, au-delà des lunettes qui prennent des jumelles. Alors, organiser une manifestation pacifique est devenu un crime en RDC ou une infraction? Selon l'attente du gouvernement, malheureusement, hélas. Alors, comment vous jugez les mandats d'arrêt lancés contre les membres, les responsables du CLC? Qui a lancé ces mandats d'arrêt? La justice. Quelle justice? Vous répondez à ma question. C'est moi qui pose les questions. Oui, mais j'aimerais comprendre, je vais répondre. Ouais. Mais j'aimerais savoir il s'agit de quelle justice. Si c'est une justice à double vitesse, ça pose un problème. Je suis confiant, moi-même je fais partie du corps judiciaire. J'ai confiance à notre justice dans l'ensemble. Mais on a certainement un problème d'hommes, comme je l'ai dit. Parce que le numéro 1, la justice s'était prononcée là-dessus concernant notre justice. Et lorsque le numéro 1 fustige la justice, eh bien nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne vais pas aller plus loin.
Si c'est cette justice-là qui va lancer un mandat d'arrêt, bon, il faut qu'il avance les arguments. Et encore une fois, que ces arguments puissent s'appuyer sur les droits. C'est tout cela. Parce qu'autrement dit, ce ne serait plus la justice. Donc pour moi, c'est nul et sans objet. Alors qui doit être tenu responsable des morts et blessés enregistrés lors de manifestations? La République. Une République. C'est la République. Les organisateurs, non. La République. Parce que ceux qui sont morts se sont engagés pour la République. Vous savez, ceux qui sortent là, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Leur problème, c'est quoi? Ils se disent, je dois porter ma voix, je dois donner ma contribution au prix de mon sang. Moi, j'ai même appris le témoignage de celui qui est mort, notre compatriote qui est mort à Lemba, qui se disait, je dois faire quelque chose. Si je dois mourir pour le Congo, je le fais. Il le disait. Il en est mort. Donc, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas parce qu'il avait envie de mourir, mais pour lui, c'est comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc s'est immolée. On fait que les gens voient la gravité de la situation pour qu'ils agissent. Donc ces gens-là, ce sont des martyrs. Et la République doit s'occuper d'eux. En fait qu'ils aient un enterrement digne, en fait que leur nom soit inscrit à perpétuité dans nos mémoires, en fait que les familles soient consolées, en fait que la nation soit également sauvée et consolée. Voilà. Alors comment expliquer qu'après chaque manifestation sanglante, les policiers et les militaires sont félicités par le pouvoir? Si tel est le cas, c'est vraiment le monde à l'envers. Si tel est le cas. Vous savez, avant la précédente manifestation, j'avais écrit au chef d'état-major général, j'avais également écrit au commissaire général de la police pour les rendre attentifs sur en fait, vous savez, une faute, un crime commis selon leurs lois respectives, la loi portant statut du militaire, la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Une faute commise par un subordonné n'exclut pas la responsabilité de son supérieur. Je les ai rappelés. Et j'avais conseillé, demandé même à ces deux personnages importants au sommet de la police et de l'armée de faire à ce que le sang ne puisse pas couler. Parce que les pauvres policiers, ce sont des gens, ce sont des exécutants. Et ce qui est encore grave, on s'affiche parce que nous ne construisons plus de casernes militaires chez nous depuis un certain temps. Les camps militaires sont débordés, les camps des policiers sont débordés et des éléments de l'armée, de la police vivent avec la société et la population. Vous voyez comment, après avoir exécuté des missions difficiles, ils se retrouvent à la cité, mais ils sont exposés. Voilà, je vous dis que chacun prenne ses responsabilités pour sécuriser les uns les autres, pour sécuriser le Congo. Et en un mot, il y a l'arrestation des policiers qui ont abattu les manifestations. On peut dire que c'est la fin de l'impunité. Mais moi, je vous ai dit que je vous ai cité ce que j'avais dit, les passages que j'ai utilisés pour interpeller les deux personnages au sommet de la police et de l'armée. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté les policiers, mais il faut savoir qui a envoyé ces policiers et quels sont les ordres qui ont été donnés qui ont fait que ces policiers aient tiré devant les manifestations des armées, les manifestants pacifistes. Et c'est là le problème. Vous arrêtez un policier, il vous dira quoi? Il vous dira quoi? Moi j'ai été envoyé, j'ai reçu des instructions. Aucun policier, aucun militaire ne peut pas tirer s'il n'a pas reçu des instructions. À ce que je sache, parce que moi je suis un futur commandant en chef des armées. Lorsque je me dis je suis candidat, donc je m'intéresse à tout ce qui se passe dans tous les secteurs. Donc je m'informe. Je fais un effort pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la nuit, parce que demain si je suis là, il ne faudrait pas que je puisse confondre l'armée et une milice. L'armée, c'est l'armée au service de la nation. Donc il y a des gens qui donnent des ordres. Et ce sont ces gens-là qui sont intéressants. Et ce sont ceux-là qu'on doit interpeller. Alors, comment sortir de cette crise persistante marquée par un bras de fer entre l'Église et le pouvoir, M. Michel Okongo? Bonne question. Vous voyez, nous sommes engagés
dans le processus électoral. En ce qui concerne l'unité de valeur, je vous ai dit au départ que nous avions pris acte de ce calendrier. Le problème, c'est quoi? Les volontés ne s'y prêtent pas. Donc vous avez les uns et les autres, rien qu'à voir, surtout du côté du pouvoir, vous avez les gens qui veulent torpiller les processus. Rien qu'à voir les comportements de Corneille Nangaa de la CENI. Je sais qu'il n'a pas la liberté d'expression entièrement. Donc il fait des choses qui lui sont dictées quelque part. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, nous devons d'abord nous rendre à l'évidence que nous sommes des Congolais. De ce fait que nous avons un rôle à jouer pour le Congo. Le Congo qui a une vocation nationale et internationale. Deuxième point, Kabila, nous devons nous rendre à l'évidence que Kabila n'a plus aucun pouvoir dans ce pays. Nous l'avons toujours dit que Kabila appartenait au passé. Maintenant, ce qu'il faudrait lui demander, qu'il accompagne le processus électoral jusqu'à la fin, comme ça il aura une sortie honorable. Parce que ce soit dans l'opposition, certains partis politiques, que ce soit dans la majorité, vous avez des individus qui sont pris en otage. Et lorsqu'on est otage, on ne peut pas avancer, on n'est pas libre. Il faut avoir la liberté d'expression, il faut avoir la liberté de penser. Donc l'élément capital aujourd'hui, nous devons revenir au processus, mais faire en sorte que les choses se passent correctement selon les attentes des uns et des autres. Alors faudrait-il pas un nouveau dialogue congolais? Non, on peut parler de dialogue. Question de dialogue. On ne peut parler de dialogue. D'ailleurs, le peuple n'est pas prêt à accepter notre dialogue. Parce qu'on ne peut pas, de manière cavalière, imposer au peuple des choses dont lui-même n'en veut pas. Donc, alors, pas question de dialogue. On en a fait trop. Une dernière question pour conclure, peut-être une répétition. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Moi, je suis optimiste. Je me dis, j'ai l'espoir pour l'avenir parce que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous pouvons décoller. Il suffit de nous mettre ensemble. Je demande aux uns et aux autres de ne pas faire attention parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Vous avez un groupe de Congolais qui se sont préparés pour l'avenir de notre pays, parmi lesquels unité de valeurs. Nous avons des solutions. Les solutions commencent d'abord par associer tout le monde à l'effort, à toute démarche qui sera chose engagée pour la reconstruction des pays, pour la libération de notre pays. Il faut engager tout le monde. Tout passe par là. L'union fait la force, dit-on. Donc si vous excluez les autres, ça n'ira jamais. Donc voilà, nous nous sommes préparés, on y arrivera. Merci, Monsieur Michel Lekongolo Mena, président du parti politique Unité de Valeurs, candidat président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Nous sommes entretenus avec vous autour du thème État de lieu de la nouvelle crise de légitimité en République démocratique du Congo sur fond de manifestations réprimées du comité laïque de coordination. Et c'est la fin de ce magazine au-delà de l'actualité. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.